Ah bah la transition est toute faite à celui qui ne s'est pas encore exprimé, hein, je crois, Ariane. Michel Reichenbach, vous êtes responsable des négociations en santé suisse, tarifs suisses. C'est vrai qu'on dit souvent hein, qu'au Conseil national, Conseil d'État je ne sais pas, mais au Conseil national, le lobby des assureurs est très puissant. Déjà là, c'est une petite remarque, c'est vrai, vous faites un peu la pluie et le beau temps au Conseil national à ce niveau-là. Certainement pas. Vous niez. Le Conseil national est fait de lobbyistes, donc des assureurs maladie sans doute, mais beaucoup d'autres aussi, oui. Des hôpitaux, des EMS, des médecins, des hôpitaux. Michel Reichenbach, les coûts qui augmentent, que ce soit, alors il y a la formation et tout, mais enfin les coûts de manière générale, on le sait, on le voit sur nos primes chaque année, évidemment ça vous interpelle, c'est vous qui êtes au cœur du système qui est d'ailleurs de plus en plus décrié, même Santé Suisse sort un sondage qui indique que 60% de la population serait favorable à une caisse unique aujourd'hui. Comment vous voyez l'évolution, vous, par rapport à ça ? Bon, c'est évident que lorsque vous recevez une facture, que ce soit l'assurance maladie ou d'autres, ça ne vous fait pas plaisir. Et donc qu'on veuille d'une manière ou d'une autre réformer pour que ça coûte moins. Seulement, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dans les débats précédents et ce que j'entends autour de cette table, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que ça va coûter moins cher. La question c'est de savoir qui va payer. Est-ce que c'est l'assureur qui doit payer la totalité de la facture, ou une partie, ou une grande partie, ou est-ce que c'est un problème beaucoup plus large? Et je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus large. Bien sûr, ce serait idéal que nous trouvions les meilleurs professionnels pour s'occuper des résidents d'un EMS, par exemple. J'ai aussi entendu tout à l'heure quelqu'un qui posait une question, est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir un psychologue dans chacun des EMS? Bien sûr, sans doute, c'est l'idéal. Maintenant, il faut trouver des solutions pour demain. Et je pense que le système d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander au système d'aujourd'hui de résoudre les problèmes de demain. Donc il faudra être, je pense, un peu plus inventif pour trouver des synergies. Et je pense qu'il y a des pistes qu'on connaît déjà aujourd'hui, mais qui coûteront quand même. Lesquelles ? Par exemple, l'histoire du psychologue, tout simplement, c'est de trouver des collaborations entre EMS, ou bien avec un hôpital et l'EMS, ou bien avec une personne qui fait le même travail, mais dans une autre structure, et qui peut affecter une partie de son temps aussi à l'EMS. Donc, il y a un travail qui est important de recherche de ce que le travail en EMS de demain ne sera pas nécessairement celui d'aujourd'hui. J'ai aussi entendu tout à l'heure à table ronde, il y a M. Rochin, je crois, qui disait qu'il était né dans un EMS. Alors moi, je suis né à côté d'un EMS. Et donc, j'ai côtoyé et les résidents et les gens qui y travaillaient. Et je peux vous dire que l'EMS d'il y a 40 ans en arrière, ce n'est pas l'EMS d'aujourd'hui. Et que les gens qui y travaillent ne font pas du tout le même métier. Est-ce qu'en 2030, ce sera le même métier qu'aujourd'hui? Je ne sais pas, à mon avis, non. Josiane Aubert, Luc Recordon, je vous voyais réagir au propos de M. Reichenbach. Je ne sais pas si l'un de vous deux voudrait réagir sur ce qui vient d'être dit. Alors, je ne veux pas réagir de manière générale. Je crois que j'ai dit au début sur la question des coûts que ça coûterait plus cher, hein, pas moins cher. Donc, je le ressouligne une fois. Il y aura des efforts supplémentaires à faire. On peut aussi développer, comme dit Jean-Pierre Grain, les soins à domicile. C'est vrai que le canton de Vaud a été pionnier dans ce domaine et je me souviens que c'était une revendication qu'on a été quelques-uns à soutenir vivement au début des années 80. Je ne suis pas sûr, Jean-Pierre Grain, qu'à l'époque, l'UDC était parmi les plus vifs soutiens de notre proposition. Mais enfin, il faut rendre hommage à Philippe Pidou, pour une fois, qui a fait l'effort qu'il fallait comme ministre de la Santé pour que ce soit mis en place. Je vais souligner cet aspect-là. Puis je voulais également relever à propos de lobbying, puisqu'on a parlé de lobbying il y a quelques instants, et que la question s'est posée que le Conseil des États n'est pas moins acquis dans sa majorité aux tests des caisses maladies qui font un lobbying extrêmement efficace, tel point que certains nomment parfois le Conseil des États le Conseil des caisses maladies, un peu par plaisanterie, mais la boutade a quand même son sens.
Et je pense en tout cas pas que le Conseil des États soit moins lobbyé dans le milieu des caisses maladies que le Conseil national. Cela dit, il est légitime de lobbyer, mais de faire du lobbying, mais en revanche, c'est un peu choquant lorsque ce lobbying passe par la volonté de s'acquérir contre rémunération les compétences de personnes au moment où elles accèdent au Parlement fédéral. C'est un aspect qui biaise un peu la formation des décisions, à mon avis. Je me permets de lancer en toute gentillesse cette pointe au milieu des caisses maladies. Alors, aparté sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir, mais moi j'aimerais bien vous entendre, Monsieur Grain. Donc, à l'époque, Monsieur Recordon suppute que vous n'étiez pas forcément du côté du plan vaudois à l'époque. En tout cas, peut-être pas vous personnellement, mais l'UDC. Quelque part, ça fonctionne. Pas m'exprimer vraiment là-dessus parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore en politique cantonale, donc ça on parle des années 80, là 87, sauf erreur, quand il y a M. Pidou qui était... L'idée était plutôt lancée vers 82-83, c'était réalisé vers 87 en effet. Ouais. Voilà. Mais j'aimerais quand même dire 2 choses concernant la santé. C'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, les coûts de la santé sont importants chez nous, mais la qualité, je crois, suit, comme l'a dit M. Rochat. Mme Aubert a dit qu'on devrait plutôt mettre des impératifs fédéraux. Là, je peux la suivre. Dans un certain point, la Confédération doit mettre un cadre à la santé, mais on doit laisser, je dirais, évoluer les cantons avec les actifs locaux. Néanmoins, il y a des pistes. Je prends un exemple. La répartition des coûts entre l'ambulatoire et l'hospitalier avec hébergement. L'ambulatoire est pris à 100% par les assurances maladies, alors que si vous êtes hospitalisé en hébergement, eh bien là, il y a une répartition à peu près moitié-moitié ou 52-48 entre les caisses maladies et le canton. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Heureusement, on a de plus en plus d'ambulatoires. Un exemple, vous étiez au Père et du Ménisque il y a 10 ans, c'était 4 à 5 jours d'hôpital. Ces coûts étaient partagés entre les caisses maladies et le canton concerné. Actuellement, cet acte médical est fait en ambulatoire et là, la totalité est à charge de l'assurance maladie. Donc, on a aussi une raison de l'augmentation des coûts dans cet élément-là. Et j'ai déposé une motion au niveau du Conseil national où le Conseil fédéral l'a accepté en demandant qu'on modifie cette répartition des coûts. Mais quand même, si je peux me permettre, si les caisses maladies doivent prendre le tout, mais le tout sur l'ambulatoire, c'est-à-dire sur l'opération et une journée à l'hôpital, ça fait quand même moins que la moitié sur 5 jours. Alors j'ai bien dit qu'effectivement c'était une bonne chose, mais on a de plus en plus de cas qui se font en ambulatoire, donc on devrait pouvoir modifier, aller plutôt vers le système moniste, qu'on parle beaucoup. Le système, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Le système moniste, c'est-à-dire de partager les coûts entre l'assurance maladie et le canton concerné, voire une partie de la Confédération. Voilà, comme ça, on a une répartition équilibrée. Je ne sais pas ce qu'en pense mon voisin de santé suisse là-dessus. Alors, d'abord peut-être Josiane Aubert, ensuite M. Reichenbach et Christian Carty. Josiane Aubert. Toutes ces décisions-là, on peut y réfléchir, mais il faut au définitif que ce soit pas le patient qui paye plus au final. Donc, ces bagarres qu'il y a systématiquement entre les assureurs maladie et les cantons, à un moment donné, il vaudrait mieux se mettre autour de la table pour trouver des solutions qui soient adéquates pour la population. Le fait que la santé puisse coûter plus cher, certainement qu'on ne va pas aller vers une diminution des coûts. Je crois que c'est faux de dire ceux qui préconisent qu'on ira vers la diminution des coûts. Par contre, ce qui va certainement se passer dans les 20 ans qui viennent, c'est les différentes professions qui sont en charge, que ce soit dans les EMS, des CMS et autres, vont évoluer. Et probablement que même les médecins devront lâcher un peu prise et peut-être laisser de la place à des infirmières. À l'heure actuelle, vous savez que des infirmières sont formées non seulement au bachelor en HES, mais aussi au master et pourraient prendre plus de responsabilités. Pour moi, ce qui est extrêmement important pour la population, et la population accepte aussi s'il y a un coût élevé de la santé, pour autant que la qualité soit là. Et dans les EMS, il y a aussi toute cette question de qualité qui va avec la formation
de tout le personnel. Le fait qu'on ait énormément de personnes qui sont non formées ou très peu formées, ça atteint jusqu'à plus de la moitié de la population du personnel des EMS, doit être un point qui doit être absolument primordial au centre de réflexion pour la suite du système de santé. Et toute la formation continue et la formation de base doit être prise encore plus au sérieux que c'est le cas, bien que le canton de Vaud soit déjà exemplaire à ce niveau-là et parte dans la bonne direction. Mais je peux vous dire qu'au niveau fédéral, sur l'ensemble des cantons, il y a encore un long chemin à faire. Tristan Gratier, président des EMS Suisses, j'imagine que vous êtes d'accord avec Josiane Aubert. Il faut renforcer effectivement la formation, notamment c'est un des aspects, on l'a dit avant. Oui, c'est une évidence, je l'ai dit tout à l'heure. Cela dit, j'aimerais, sans vexer mes collègues, remettre l'église au milieu du village. Là, on a parlé de solutions à des problèmes financiers, mais des problèmes financiers qui touchent le monde de la santé en général. Et plus particulièrement, on a parlé de monisme, tout ça, ça n'a rien, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir avec le monde médico-social. Aujourd'hui, il y a une réalité, mesdames, messieurs, que vous devez savoir, c'est que dans les coûts des soins, 30% des soins, enfin des coûts des soins, sont liés aux hôpitaux. 30% des coûts aux médecins et 30% des coûts aux médicaments. Ça veut dire qu'il reste, vous l'aurez bien compris, plus que 10% des coûts de la facture qui sont imputables aux soins à domicile et aux EMS. Alors, j'ai envie de vous dire, n'allons pas chercher des complications ou des sujets de problème là, en guillemets, là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, on n'est pas en train de savoir si les EMS coûtent horriblement cher. La réponse, elle est clairement non. Ce qui coûte cher, c'est ces 3 corps d'activité que j'ai décrits. Donc, si on doit aller chercher des économies, à mon sens, c'est plutôt là. Donc, dans le monde des EMS, j'ai juste envie de vous dire, et vous me direz, c'est peut-être particulier de la part d'un libéral radical, j'ai envie de vous dire, il faut investir de l'argent, car manifestement, là, ce sera du développement durable, ça ne sera pas perdu. Donc, il faut l'investir en termes de formation, en termes de construction. Et puis, le deuxième élément, c'est de vous dire une réalité. Aujourd'hui, l'EMS que vous avez connu, où on a des gens qui viennent tricoter, qui viennent jouer aux cartes et ainsi de suite, il est révolu. Ça, je crois qu'on en est tous conscients. Mais maintenant, on va même plus loin que ça. Les MS, vous voyez des gens agonisants qui restent en moyenne 2 ans de leur vie. Je ne veux pas dire que c'est fini, mais c'est quasiment, on est à un tournant. Aujourd'hui, le monde médico-social, on devrait même quasiment bannir le mot EMS, établissement médico-social. On a véritablement des structures de prise en charge qui proposent différents types de prise en charge en fonction de l'évolution de la pathologie. Vous pouvez venir un quart de journée, une demi-journée, une journée entière en institution, tout en restant à domicile, avec une prise en charge liée aux problèmes que vous avez. Vous pouvez rester en court séjour en institution médico-sociale, jusqu'à 30 jours par année, par exemple, pour soulager le conjoint, soulager la famille, et ensuite vous retournez chez vous. Vous pouvez aller en appartement protégé, ces appartements protégés qui sont en lien avec le CMS ou avec les MS. Et si malgré toutes ces formes de prise en charge en fonction des pathologies qu'il y a, eh bien si malheureusement, je le dis comme tel, si malheureusement ça n'était plus possible de rester chez soi, parce que c'est quand même une évidence que c'est un plaisir d'être chez soi, avec les siens, avec ses repères, eh bien vous avez des structures fantastiques, et là, eh bien évidemment elles ont un coût, c'est des coûts hôteliers, et des coûts de soins. Et je veux conclure là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, le réel enjeu, c'est de savoir non pas combien ça coûte, parce que le combien ça coûte, c'est vite vu, c'est 80%, c'est les ressources humaines. Donc si on veut faire des économies, il faut soit diminuer le personnel, soit diminuer les prestations. Et ça, personne, à mon avis, à cette table ne le veut. Donc la solution, elle est vite vue, c'est comment équilibrer le payeur. Et le payeur, c'est l'assureur maladie, canton, commune, confédération, et le résident qui est autonome financier. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler et c'est là qu'est le vrai débat. Très bien, je pense que ça conclut parfaitement cette première partie du débat. Et puis moi j'ai envie de vous garder encore un petit peu, Monsieur Gratier, parce que donc on parle de formation du personnel, simplement pour faire face aux nouvelles formes de vieillesse, du grand âge, les problèmes qui vont avec le grand âge. La formation du personnel, c'est aussi limiter, par exemple, vous allez peut-être trouver que j'y vais par un biais un peu tarabiscoté, mais c'est aussi limiter les risques de maltraitance. C'est un thème qui a été évoqué durant cette semaine, notamment par le biais d'un temps présent. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont vu.
Et puis, vous avez émis une proposition. Effectivement, visiblement en Suisse, il n'y a pas réellement d'études qui ont été faites sur les cas de maltraitance. On se base sur des chiffres européens. On dit à peu près 10% de personnes. Enfin, on rediscutera peut-être du chiffre après, mais moi j'aimerais surtout vous entendre parler de votre proposition pour essayer de canaliser ou de trouver un moyen face à cette maltraitance. Une liste. Celui ou celle qui aurait compris qu'une liste noire permettrait de limiter la maltraitance, désolé de le dire ainsi, mais il n'a rien compris. C'est une évidence. Contre la maltraitance, le chiffre de 10% a été évoqué. Mais attention, mesdames, messieurs, 10%, c'est une étude européenne qui montre qu'il y aurait 10% de maltraitance, non pas en EMS, mais dans le monde de la vieillesse, donc à domicile, en hôpital et aussi en institution médico-sociale. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Espagne ou en Italie ou en Grèce voir des EMS. Moi, je l'ai fait. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le canton de Vaud et la Suisse. Donc, je ne veux pas croire qu'il y a 10% de maltraitance dans nos institutions. Donc, déjà, pour mettre tout le monde à l'aise, on n'est pas, sincèrement, on n'est pas dans une situation horrible où il y a de la maltraitance dans toutes les institutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur la base du reportage de temps présent, on voit que malheureusement, malgré l'engagement en temps, en argent, en formation, il y a des déséquilibrés, des gens malsains. Mais il y en a aussi dans les écoles avec des pédophiles, il y en a aussi donc dans des structures où il y a des gens qui sont dépendants. Et sincèrement, moi qui suis un jeune père, je n'accepterais pas que mon fils qui aurait subi des attouchements ou autres d'un pédophile, on m'apprenne que ce monsieur peut aller retravailler dans une structure où il sera moniteur de ski. Ça paraît une évidence pour tout le monde. Eh bien, désolé, mesdames, messieurs, mais pour moi, la personne âgée a tout autant de valeur et on doit pouvoir la protéger. On va la protéger, donc la société doit se prémunir de ses prédateurs. Et c'est une évidence pour moi que quelqu'un qui a été pénalement condamné, donc c'est extrêmement grave, tout aussi extrêmement rare, il faut bien se le dire, eh bien, il soit écarté du système. Mais ça ne résout pas de manière générale, et ça c'est une évidence, le problème de maltraitance. Bien sûr, c'est une idée. C'est une idée, Ouais. mais une idée qui se focalise sur des gens qui ont été clairement extraits et qu'on ne doit pas remettre dans le système de santé. C'est l'idée qui vous interpelle, Luc Recordon ou Josiane Aubert? Josiane Aubert. Oui, moi je pense que la question de la maltraitance est beaucoup plus subtile que cela et plus complexe. Et probablement que pour être préventif dans ce domaine-là, la seule possibilité, c'est d'avoir une formation à l'intérieur de l'institution, de chacune des institutions, mais depuis le sommet, toute la hiérarchie, jusqu'aux personnes qui sont les auxiliaires de soins. Et je reviens sur la question, les auxiliaires de soins sont souvent encore maintenant des personnes qui ont eu très très peu de formation. Elles doivent être absolument intégrées encore plus à l'avenir dans l'ensemble de la formation continue. Cela coûtera aussi, mais c'est aussi à ce prix-là que nous aurons une meilleure qualité et aussi probablement une meilleure prévention par rapport à la maltraitance. Luc Recordon.